Les Philippines, souvent qualifiées de pays le plus extravagant d'Asie, recèlent des réalités qui dépassent l'imagination. Parmi elles, se trouve une pratique dont l'ampleur et la complexité soulèvent de profondes interrogations sur la dignité humaine et les valeurs sociales. Il est difficile d'ignorer la réalité qui consiste à acheter une femme pour seulement 500 $, une somme qui, pour certains, peut sembler dérisoire face à la valeur qu'elle représente pour ces femmes issues de pays en difficulté. La question qui en découle est choquante. Comment une société peut parfois échanger, en toute légitimité ou non, la dignité d'une personne contre une chance, aussi fragile soit-elle, d'accéder à une autre vie? Les Philippines ont acquis une réputation tristement célèbre en tant que plus grand exportateur de mariés en Asie. Un phénomène qui, depuis plusieurs décennies, concerne des femmes qui épousent des étrangers par l'intermédiaire d'intermédiaires spécialisés, souvent désignés sous le nom de « mariés de correspondance ». Ce commerce humain, qui alimente une controverse persistante, a connu une évolution notable avec le temps. Initialement, ces unions avaient pour origine des immigrants américains ou occidentaux, en quête d'épouses dans leur pays d'origine. Ces mariages, souvent arrangés par les familles, se faisaient à partir de photographies, d'où leur nom de « mariés à partir de photographies ». La majorité de ces unions étaient le fruit d'accords familiaux, où chaque partie espérait une issue favorable. Au fil du siècle dernier, cette pratique s'est considérablement répandue, s'étendant bien au-delà de ses premières origines. Aujourd'hui, le phénomène s'est internationalisé, porté par un réseau complexe d'agences matrimoniales opérant dans le monde entier. Ces agences, utilisant tous les moyens de communication modernes, attirent des femmes par le biais de publicités dans les journaux, de magazines à couverture glacée, de lettres manuscrites, mais surtout par Internet. Certaines femmes choisissent de s'inscrire directement sur des sites spécialisés, y créant leur profil et organisant elles-mêmes des rencontres. La majorité des hommes qui cherchent à se marier de cette façon sont des individus d'âge moyen, souvent originaires de pays développés comme les États-Unis, le Canada, l'Australie ou des nations d'Europe occidentale. Les femmes, quant à elles, proviennent majoritairement de milieux pauvres, souvent ruraux, où le chômage et le manque d'opportunités sont monnaie courante. Le mariage avec un étranger apparaît alors comme une échappatoire, une chance de sortir de la pauvreté, voire une voie vers une vie meilleure. Selon Roxanne Sims, dont les travaux ont été publiés dans la revue Acon Law Review, en 2009, entre 300 000 et 500 000 femmes philippines quittent chaque année leur pays pour se marier à l'étranger. La plupart de ces femmes proviennent de zones rurales, où l'économie locale ne permet pas de subsister, et où l'avenir semble désespérément sombre. La promesse d'un mari étranger, capable d'offrir stabilité et sécurité financière, devient alors une tentation irrésistible pour ces jeunes femmes. Les courtiers en mariage exploitent habilement ce rêve, transformant ce qui pourrait être une simple transaction commerciale en une réalité bien plus sombre. Le terme « acheter une femme » n'est pas à prendre au sens littéral, mais symbolise plutôt une transaction où il s'agit d'accéder à la rencontre, à la sélection, voire à l'organisation d'un mariage avec des personnes qui cherchent désespérément à échapper à leurs conditions. Les agences américaines ou occidentales peuvent demander entre 500 et 5 000 $ par contact. Elles organisent des voyages romantiques, fournissent une assistance pour l'obtention de visas de fiançailles, et facilitent la mise en relation entre les femmes philippines et leurs prétendants étrangers. Sur les sites internet, ces femmes se présentent souvent sous un jour idéalisé, décrites comme obéissantes, soumises, bonnes ménagères, afin de créer une image artificielle qui séduira les hommes occidentaux. La mise en scène de cette image parfaite est soigneusement orchestrée pour répondre aux attentes culturelles et aux fantasmes de ces hommes. Les agences internationales, pour la plupart, ne protègent que rarement les intérêts des femmes. Elles privilégient avant tout ceux des hommes, transformant ces femmes en objets de commerce, voire en biens échangeables. La relation commerciale est ainsi structurée de manière à faire passer les femmes pour des marchandises, tandis que les clients masculins sont valorisés comme des personnes privilégiées, méritant toute l'attention et les soins possibles. Face à ces pratiques, peu de mesurent le danger le plus insidieux réside dans le coût caché, un prix que les femmes paient souvent de leur propre existence, de leur liberté ou de leur dignité. Nombreux sont ceux qui, à travers des mariages arrangés par des intermédiaires, se retrouvent rapidement plongés dans un enchevêtrement de risques, de violences physiques et de ruptures sociales profondes. Ces arrangements, souvent présentés comme des opportunités ou des solutions, se transforment fréquemment en pièges où l'isolement devient la règle, étouffant toute possibilité de soutien ou de liberté d'action.
Des recherches menées aux États-Unis, au Canada ou à Taïwan ont mis en lumière une réalité alarmante. Beaucoup de femmes migrantes ignorent complètement les lois en vigueur dans leur pays d'accueil. Elles dépendent entièrement de leur mari, tant sur le plan financier que juridique, ce qui les rend vulnérables en période de crise ou de conflit. Lorsque surviennent des situations difficiles, ces femmes se retrouvent souvent sans aucun appui, démunies face à un système qui leur est étranger. La tragédie de Susan Blackwell, une femme philippine abattue par son mari dans un immeuble de justice à Seattle en 1995, a fortement marqué l'opinion publique. Cet incident dramatique a mis en évidence la gravité du problème et a suscité une attention accrue aux États-Unis. Sur les Philippines, dès l'année 1990, une loi nationale, la loi de la République numéro 695, a été adoptée pour interdire strictement toute forme de mariage par intermédiaire avec des étrangers, notamment par courrier, Internet ou autres moyens de communication. Pourtant, malgré cette législation, de nombreuses agences ont trouvé des moyens de contourner ces interdictions en ouvrant des bureaux à l'étranger ou en se déguisant en programmes touristiques ou culturels légitimes. La faiblesse et le manque de moyens des forces de police locales rendent difficile toute tentative de contrôle efficace. Au final, des millions de Philippins se retrouvent entraînés dans un marché matrimonial transnational, où leur valeur est évaluée bien en dessous de la véritable vie humaine. Après avoir visionné cette vidéo, il est souhaitable que votre première réaction ne soit pas de penser à l'achat d'une femme sans amour, mais plutôt d'éprouver de la compassion pour ces femmes des Philippines, souvent victimes d'un système cruel et déshumanisant. Restez attentifs, car d'autres révélations étonnantes concernant ce pays vont suivre. Au cœur de la capitale bruyante et vibrante, se trouve un lieu qui semble à l'écart du rêve urbain, un bidonville qui raconte une histoire tout à fait différente. Sur les 23 millions d'habitants que compte Manille, environ 40% vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Sous les viaducs et dans les ruelles étroites, plus de 200 000 familles, soit près de 850 000 personnes, luttent chaque jour contre la pauvreté, la pollution et la privation. Lorsqu'une averse de seulement une demi-heure se déchaîne, l'eau inonde rapidement ces quartiers, rendant la vie encore plus insupportable. Les eaux stagnantes apportent leur lot de maladies, et dans certains cas, provoquent même des glissements de terrain menaçant la vie de ceux qui y résident. En été, la chaleur devient oppressante, atteignant souvent 36 à 38 degrés Celsius, avec un taux d'humidité avoisinant les 80%, rendant l'air presque irrespirable. L'eau potable y est rarement purifiée, l'électricité est intermittente, et le coût du kilowattheure est presque 2 fois plus élevé qu'au centre-ville, ce qui aggrave encore la précarité des habitants. Les rues, étroites, humides, encombrées de déchets, abritent plus de 2600 personnes par mille carré, ce qui représente une densité 5 fois supérieure à celle de la zone centrale de Manille. La majorité de ces habitants survivent grâce à des emplois précaires, à temps partiel ou informels. Les agents de sécurité y gagnent entre 500 et 600 pesos par jour, soit environ 8 à 10 $, tandis que d'autres travailleurs, embauchés dans certains marchés, peuvent espérer atteindre environ 8000 pesos par mois, soit à peu près 140 $. Malgré ces conditions difficiles, il existe aussi des scènes de solidarité, où des familles partagent leurs maigreries, où les enfants rient et jouent, insouciants face à leur quotidien difficile. Ces habitants doivent faire face non seulement aux maladies, aux catastrophes naturelles, mais aussi à une politique de réinstallation stricte, qui même le plan du gouvernement visant à éliminer progressivement l'exploitation des anciens jeepneys, ces emblèmes culturels de grande taille, tout en étant également de puissants polluants, suscitent des débats et des résistances. Ces véhicules, souvent considérés comme des symboles vivants de l'histoire et de l'identité locale, sont de plus en plus remis en question dans un contexte où la pollution atmosphérique atteint des niveaux alarmants. En effet, il est estimé que plus de 60% des voitures en circulation fonctionnent encore avec des moteurs diesel obsolètes, ce qui accentue la pression exercée pour leur retrait progressif. Cette situation met en lumière un conflit entre la préservation du patrimoine culturel et la nécessité de moderniser le parc automobile afin de réduire l'impact environnemental. Dans ce contexte, la fracture sociale apparaît de manière flagrante, comme le révèle la figure de Tonda, qui met en évidence l'écart profond séparant la richesse et la pauvreté au sein de la ville. Pourtant, cette même réalité dévoile aussi un visage d'humanité, où la solidarité et l'entraide restent palpables, même dans les quartiers les plus défavorisés. Les statistiques, souvent déconcertantes, témoignent d'une crise sociale majeure, dépassant parfois l'entendement, mais elles ne peuvent éteindre la lueur d'espoir qui brille dans le cœur de ceux qui croient en un avenir meilleur.
Après ces réflexions, notre voyage nous mènera vers un village où la vie et la mort cohabitent dans un espace partagé, un lieu où la tradition continue de s'inscrire dans le quotidien des habitants. Mais avant de poursuivre cette exploration, je vous invite à prendre une pause de 5 secondes pour apprécier cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux, il nous permet de continuer à partager ces histoires. Nous voici donc plongés dans une édition spéciale, au cœur de paysages mystérieux et empreints de symbolisme. Parmi eux, les cercueils suspendus de Sagada, nichés dans les montagnes brumeuses de la région. Au nord des Philippines, dans la petite ville de Sagada, située sur un relief escarpé, règne une quiétude presque surnaturelle. Ce lieu recèle l'une des traditions funéraires les plus singulières au monde, consistant à suspendre des cercueils à de hautes falaises vertigineuses ou à les déposer dans des grottes obscures et froides. Depuis des siècles, la communauté Kankanai, qui vit en harmonie avec la nature sauvage de la montagne, honore ses défunts par ce rituel étrange mais profondément symbolique. La croyance sous-jacente est que plus le corps repose près du ciel, plus l'âme s'élève facilement vers les ancêtres et les divinités. La hauteur des cercueils n'est pas seulement une question de spiritualité, mais aussi de pragmatisme. En les plaçant en altitude, la protection contre les animaux sauvages et les inondations est assurée, évitant ainsi la dégradation ou la profanation des restes. Cependant, la taille de ces cercueils étonne par leur petitesse. À l'intérieur, le corps est soigneusement placé dans une position presque embryonnaire, tordu et étroit, symbolisant un retour à la source originelle de la vie, dans son état le plus pur. Ce rite, aujourd'hui en déclin, se pratique encore de manière sporadique, laissant derrière lui des vestiges du passé. Le temps a usé ces cercueils suspendus, qui s'accrochent toujours aux parois rocheuses, témoins silencieux d'un héritage ancestral. Des milliers de visiteurs viennent contempler ces boîtes de bois suspendues au-dessus du vide, se posant inévitablement la même question. Pourquoi nos ancêtres ont-ils choisi une telle façon d'adieu? Leur choix audacieux, presque défiant, semble vouloir transcender la mort pour mieux l'honorer. Sagada n'est pas simplement une étape touristique, mais un véritable portail vers un autre univers où l'homme, la nature et la mort s'entrelacent dans un silence mystérieux et envoûtant. Ce lieu singulier laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui le visitent, comme une invitation à réfléchir sur la fragilité de la vie et la permanence des traditions. Parmi ces créatures que cette atmosphère semble attirer, le plus petit primate du monde, le tarsier pygmée, occupe une place à part. Avec une taille qui ne dépasse pas 10 à 15 cm, il impressionne par sa capacité à sauter sur de longues distances, souvent 80 fois la longueur de son corps, ce qui est remarquable pour un si petit animal. Derrière cette apparence minuscule et les tarsiers, ces petites créatures d'une timidité extrême, incarnent une fragilité presque palpable face à l'immensité de leur environnement. Leur nature profondément sensible fait qu'un simple son aigu, d'une intensité perçante, ou même la moindre lumière soudaine, peut déclencher chez eux un stress si intense qu'il devient une menace mortelle. C'est pour cette raison que, dans des lieux protégés tels que la réserve naturelle de Dolgopiatov, nichée dans la forêt luxuriante de l'île de Bohol aux Philippines, la tranquillité absolue doit être scrupuleusement respectée. La moindre utilisation du flash lors de photographies est formellement interdite afin d'éviter de perturber ces petits êtres si vulnérables. Étonnamment, ces animaux possèdent la faculté extraordinaire de tourner leur tête presque à 180 degrés, un exploit comparable à celui des hiboux, leur permettant une vision nocturne d'une précision remarquable. Grâce à cette capacité, ils deviennent des chasseurs très habiles, captant avec finesse les insectes qui composent leur alimentation essentielle. Leur rôle dans l'écosystème est crucial, car ils participent activement à l'équilibre naturel en régulant la population d'insectes nuisibles. Pourtant, leur existence est aujourd'hui menacée. La déforestation rapide et l'expansion urbaine poussent ces petites créatures vers un déclin inévitable, éradiquant peu à peu leur habitat précieux. La disparition de ces forêts symbolise une perte irréparable pour la biodiversité. Néanmoins, un espoir subsiste. Grâce à divers programmes de conservation environnementale et au respect croissant que la population manifeste envers ces êtres fragiles, il devient possible d'assurer leur survie. Après avoir croisé leurs regards ronds et profonds dans la pénombre, on comprend que ces animaux ne sont pas seulement des spécimens isolés. Ils constituent une partie irremplaçable du patrimoine naturel des Philippines. Leur présence témoigne de la richesse et de la complexité des écosystèmes insulaires, et leur protection devient une responsabilité collective. Dans un autre registre,
les cimetières aux Philippines illustrent une facette étonnante de la relation entre la vie et la mort. Ces lieux, traditionnellement perçus comme des espaces de repos éternel, se transforment souvent en véritables villages vivants, où des milliers de personnes cohabitent dans une proximité étonnante. Le cimetière du nord de Manille, par exemple, s'étend sur une superficie d'environ 54 hectares, où jadis plus de 800 familles vivaient dans des conditions précaires. Aujourd'hui, des milliers d'habitants, parmi des millions de tombes, ont trouvé refuge dans cet espace autrefois dédié à l'extinction. Les pierres tombales, mausolées en pierre, ont été réinvesties en logements temporaires, tandis que les chemins entre les tombes, autrefois sacrés, ont été recouverts de terre et de briques pour créer des voies praticables. En plus d'être un lieu de résidence, ce cimetière est également devenu un centre commercial animé. Des stands installés parmi les tombes proposent de l'eau de coco fraîche, du café, des frites, des beignets, voire de petits jardins d'enfants improvisés. La journée du 2 novembre, lors de la fête de la Toussaint, voit cet endroit devenir un véritable théâtre de rassemblement familial, où les proches viennent honorer leurs ancêtres avec ferveur. Certains résidents vivent de cette cohabitation en devenant guides informels, racontant avec passion les histoires de personnalités célèbres enterrées ici ou partageant des légendes locales pour attirer les visiteurs et gagner un maigre revenu. Malgré l'étroitesse de l'espace, la pollution, et un statut juridique souvent contesté, cette communauté singulière a su bâtir un véritable système d'entraide. Ensemble, ils ont transformé ce lieu de mort en un espace où la vie et la mort coexistent, liés par des liens d'humanité étonnamment profonds. En tout, on recense à peu près 7641 cimetières à travers l'archipel philippin. Ce chiffre peut sembler incroyable, presque irréel, tant il témoigne de la complexité de la société locale et de ses coutumes. La mise à jour de ce décompte, effectuée en 2017 par la Direction nationale de la cartographie et des ressources d'information, a permis d'obtenir une vision plus précise de cette réalité. Les îles principales, telles que Luçon, la plus vaste, abritent la capitale Manille, tandis que Mindanao, au sud, se distingue par ses plaines fertiles et sa population musulmane autochtone. L'archipel des au cœur de l'océan Pacifique, là où la mer se déchaîne dans une symphonie de couleurs et de mouvements, se trouve un ensemble d'îles d'une beauté saisissante, souvent considéré comme l'un des joyaux les plus précieux que la nature ait jamais façonnés. Ces terres, dispersées sur une superficie d'environ 7641 îles, forment un archipel d'une diversité inégalée, chaque île constituant un chapitre unique dans la vaste chronique de cette nation insulaire. Chacune d'elles raconte une histoire à part, tissée de traditions anciennes, de langues variées, de croyances profondes et d'écosystèmes riches et variés. La mosaïque humaine et naturelle qui compose ce pays est si complexe et si vibrante qu'elle en devient une véritable œuvre d'art vivante. Selon les données de la revue National Geographic, les Philippines figurent parmi les pays les plus riches en biodiversité sur la planète. La richesse de leur faune et de leur flore se manifeste particulièrement dans leurs récifs coralliens et leurs eaux côtières, où la vie marine foisonne dans une explosion de couleurs et de formes. Ces îles se trouvent précisément dans le triangle de corail, cette région du globe où se concentre la majorité des espèces de coraux connues, soit plus de 75% de toutes celles recensées dans le monde. La superficie totale de leurs récifs dépasse les 36 000 km², un espace marin qui abrite une myriade d'espèces de poissons rares, souvent endémiques, et constitue un véritable paradis pour les amateurs de plongée et de nature sauvage. La richesse écologique de ces eaux en fait un trésor national, une perle écologique qu'il faut préserver avec une vigilance extrême, sous peine de voir disparaître à jamais cette biodiversité unique. Malgré cette abondance, une grande partie de l'archipel demeure peu peuplée. Sur les plus de 7641 îles, seulement environ 2000 personnes vivent en permanence. La majorité de ces terres restent vierges, sans nom ni habitation, où la nature se déploie dans sa pureté originelle, intacte face à l'empreinte humaine. Ces îles inhabitées représentent à la fois un rêve pour les chercheurs, une opportunité précieuse pour le développement d'un tourisme durable et une réserve scientifique de premier ordre pour la recherche au XXIe siècle. Cependant, cette immensité insulaire pose aussi de farouches défis. Gouverner un archipel aussi vaste, assurer la souveraineté sur ces territoires dispersés, protéger ces écosystèmes fragiles contre les risques liés aux catastrophes naturelles, et promouvoir un développement équilibré constituent des tâches d'une complexité extrême. Les Philippines figurent parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique. La montée du niveau de la mer,
les tempêtes tropicales déchaînées avec une intensité croissante, et l'érosion côtière menacent directement des centaines de petites îles. Nombreuses sont les communautés côtières, dont la subsistance dépend principalement de la pêche, qui se voient contraintes à des déplacements forcés, tandis que leur mode de vie ancestral s'efface peu à peu. La menace de la disparition de ces peuples et de ces modes de vie traditionnels est une réalité tangible, pesant lourdement sur la conscience nationale. Pourtant, malgré ces défis, la position géographique stratégique de l'archipel entre la mer de Chine méridionale et l'océan Pacifique en fait un véritable carrefour maritime et culturel. C'est un lieu où se croisent et se mélangent les influences espagnoles, américaines, chinoises et islamiques, façonnant une identité plurielle d'une richesse exceptionnelle, avec plus de 175 langues et dialectes autochtones parlés sur tout le territoire. Chaque île, grande ou petite, contribue à la mosaïque nationale, incarnant la diversité et la complexité d'un pays dont la richesse dépasse largement les apparences tropicales. Si l'on cherche un endroit sur Terre où chaque pas pourrait ouvrir la porte à l'inconnu, c'est sans doute aux Philippines qu'il faut regarder, ce pays qui figure parmi ceux dont la biodiversité est la plus remarquable au monde. Bien au-delà de la simple image d'un archipel tropical, ces îles constituent un véritable trésor écologique, une pierre précieuse façonnée par la nature. Elles forment un microcosme de vie, un royaume où la biodiversité endémique et rare dépasse celle de nombreux grands États, offrant un refuge inestimable à des milliers d'espèces uniques. Selon le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, conjointement avec Conservation internationale, les Philippines appartiennent à la catégorie des 27 pays méga-divers du globe. Le territoire des Philippines abrite une biodiversité d'une richesse exceptionnelle, avec plus de 52 000 espèces différentes qui y vivent en harmonie ou en compétition, formant un véritable mosaïque de la vie. Parmi celles-ci, près de la moitié sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne se rencontrent nulle part ailleurs dans le monde, témoignant ainsi de l'histoire évolutive unique de cet archipel. La recherche publiée en 2020 dans la revue Frontiers in Biogeography met en lumière la particularité de la plus grande île, Luzon, qui, à elle seule, abrite une diversité impressionnante d'espèces, notamment plusieurs espèces d'oiseaux endémiques et une multitude de mammifères qui ne se retrouvent que dans cette région. Sur l'île de Mindoro, les forêts tropicales, encore protégées, abritent une faune rare et fragile, comme le tamarao, un buffle nain dont le nombre total ne dépasse pas quelques centaines d'individus, ce qui en fait une espèce particulièrement vulnérable face aux menaces croissantes. Sous l'eau, l'écrin de biodiversité atteint des sommets de splendeur. La barrière de corail triangulaire, située au centre mondial du transport maritime, constitue un véritable sanctuaire où plus de 75% de tous les coraux constructeurs de récifs se développent, accompagnés de plus de 2000 espèces de poissons, chacune jouant un rôle vital dans cet écosystème complexe. Parmi ces trésors marins, les récifs de Tubataa, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, illustrent à merveille la grandeur de cette vie sous-marine, un spectacle à la fois fragile et impressionnant. La biodiversité ici dépasse de loin les simples chiffres, car elle a été façonnée par l'isolement géographique et une histoire évolutive singulière. L'archipel, composé de plus de 7000 îles séparées par des mers vastes et profondes, a offert à de nombreuses espèces la possibilité de se développer en solitaire, au fil de millions d'années, créant ainsi un éventail d'organismes uniques. Parmi eux, le tarsier, primate minuscule aux yeux gigantesques, est une espèce emblématique qui ne se trouve qu'à Bohol et dans quelques autres lieux isolés, témoignant de cette diversité restreinte et précieuse. Cependant, ce paradis naturel est aujourd'hui gravement menacé. Selon le rapport du Fonds mondial pour la nature, les Philippines comptent parmi les pays où la déforestation progresse le plus rapidement en Asie. En à peine un siècle, le pays a perdu environ 97% de ses forêts primaires, ce qui met en péril de nombreuses espèces endémiques. La pression exercée par le braconnage, l'exploitation forestière illégale, l'expansion agricole et le changement climatique contribuent à l'extinction imminente de ces formes de vie rares et précieuses. Les coraux, sensibles aux fluctuations de température, subissent également les effets dévastateurs du réchauffement climatique, avec des phénomènes de blanchissement massif qui menacent leur survie dans un contexte de mondialisation et d'urbanisation rapide. Avez-vous déjà visité ces terres fascinantes ? Partagez vos impressions sur la richesse de leur nature et de leurs merveilles dans les commentaires, afin que d'autres puissent découvrir la splendeur de cet archipel exceptionnel. Quand il est question de catastrophes naturelles, les Philippines ne se limitent pas à un simple point chaud géographique, mais incarnent un véritable supermarché des calamités,
où chaque rayon regorge d'événements dévastateurs. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, ce pays est aussi exposé aux typhons qui, chaque année, frappent en moyenne une vingtaine de tempêtes d'une puissance redoutable. Depuis plus de 16 années, les Philippines occupent le sommet mondial du classement des risques liés aux catastrophes naturelles, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Plus de 60% du territoire et près de 74% de la population vivent sous une menace constante d'inondations, de glissements de terrain, de séismes, de tsunamis ou de sécheresse, une réalité effrayante qui ne faiblit pas avec le temps. Selon les dernières données disponibles, le pays reste en tête du classement mondial en matière de vulnérabilité, confronté non seulement aux tempêtes dévastatrices, mais également à des volcans en éruption régulière, à des tremblements de terre fréquents et à des pluies diluviennes provoquant des glissements de terrain destructeurs. La Croix-Rouge a d'ailleurs popularisé l'expression « Supermarche ». La catastrophe la plus infâme et dévastatrice à avoir frappé ces terres insulaires fut sans aucun doute le super typhon Haiyan, connu localement sous le nom de Yolanda, qui s'abattit en cette année de 2013. Cette tempête d'une violence inégalée fit tomber sur la région une pluie de destruction, emportant avec elle plus de 6300 vies humaines, laissant derrière elle un sillage de douleur et de désolation. Plus de 28 000 personnes furent blessées, parfois gravement, et près de 551 000 maisons furent anéanties, balayées par la furie du vent et des eaux. Des vagues gigantesques, atteignant souvent 5 mètres de hauteur, déferlèrent avec rage, inondant la ville de Tacban et engloutissant tout sur leur passage. La scène était apocalyptique, des villages entiers réduits en ruines, des familles dévastées, des paysages bouleversés à jamais, et des images qui hantent encore les esprits, témoins d'un chaos sans nom. Les survivants, meurtris et désespérés, continuent de porter en eux le poids de ces événements, leur mémoire gravée à jamais dans leur quotidien. La catastrophe n'était pas seulement une tempête, mais la manifestation d'un danger plus vaste et plus insidieux qui plane sur l'archipel des Philippines. En effet, cette région se trouve à la jonction de plusieurs plaques tectoniques, notamment la plaque eurasienne et la plaque pacifique, qui se rencontrent avec une fréquence alarmante. En moyenne, chaque année, cette zone est secouée par environ 817 tremblements de terre d'une magnitude de 4 ou plus, ce qui équivaut à peu près à une secousse toutes les 10 heures, dans un rayon de 300 km. Parmi ces secousses, celles d'une magnitude 6 se produisent environ une fois tous les 15 mois, tandis que celles atteignant 7 sur l'échelle de Richter surgissent en moyenne une fois tous les 3 ans. Ces secousses sismiques ne se contentent pas de fissurer les bâtiments ou d'endommager les routes. Elles peuvent déclencher des avalanches meurtrières et provoquer des glissements de terrain qui emportent tout sur leur passage, laissant derrière eux un paysage dévasté. À cela s'ajoutent les volcans, nombreux dans cette région insulaire, avec plus de 300 volcans répartis sur les différentes îles, dont 24 sont encore actifs. La Langue, la deuxième plus grande éruption de cette nature, eut lieu le 13 mai 2025, lorsque deux volcans, le Langue et le Canon, explosèrent simultanément, projetant dans le ciel des nuages de cendres atteignant 4 km d'altitude. Chaque éruption provoque un chaos indescriptible, recouvrant villages et champs d'une couche épaisse de cendres, tandis que la lave, en descendant rapidement le long des pentes, menace tout sur son passage. En un instant, la terre tremble, le ciel s'obscurcit, et la nature révèle tout son caractère sauvage et imprévisible. Les Philippines, avec leur multitude de volcans et leur vulnérabilité face aux tremblements de terre, incarnent à la fois la beauté et la fureur de la planète. La péninsule, lieu de nombreux rituels ancestraux, voit aussi se dérouler chaque année une cérémonie d'autoflagellation connue sous le nom de pénitence. Pendant la Semaine Sainte, dans les rues de Pampanga, les lagons, et même au cœur de Manille, résonnent des sons étranges mêlant prières silencieuses et cris de douleur. Ce n'est pas une simple manifestation de foi, mais une pratique profondément religieuse, parmi les plus extrêmes et controversées des Philippines. Sous un soleil brûlant, des groupes de participants, pour la plupart des hommes, dissimulent leur visage derrière des bandages ou des tissus, et marchent pieds nus sur un sol chaud et abrasif. Armés de bambous qu'ils utilisent comme fouet, ils frappent leur propre corps dans un rythme implacable, jusqu'à ce que le sang perle à travers leurs vêtements, témoignant de leur sacrifice. Certains portent de lourdes croix en bois, qu'ils tirent derrière eux ou portent sur leurs épaules, tandis que d'autres vivent une véritable crucifixion, avec des clous enfoncés dans leurs mains ou leurs jambes, imitant la souffrance du Christ. Mais pourquoi accepter volontairement une telle douleur, une telle humiliation? Pour beaucoup,
Cette pratique repose sur la croyance que la douleur physique purifie l'âme, qu'elle est une forme de pénitence nécessaire pour expier ses péchés ou pour accomplir pour eux. La foi ne se limite pas à une simple croyance ou à une peur religieuse, elle incarne une conviction pure, transcendante, quelque chose d'au-dessus des doutes et des incertitudes qui habitent souvent l'esprit humain. La foi devient une expérience intime, une force qui dépasse la logique et la peur, une confiance absolue en des valeurs sacrées qui guident chaque étape de leur vie. Cependant, l'Église catholique, en tant qu'institution, n'a pas toujours approuvé officiellement ces pratiques extrêmes, notamment la pénitence sanglante qui, dans certains rites, peut comporter des risques graves pour la santé. Elle a souvent mis en garde contre les dangers d'infection, de perte de sang importante ou de coups de chaleur, insistant sur la nécessité de préserver la vie et la santé des fidèles. Les autorités sanitaires, à plusieurs reprises, ont également exprimé leur inquiétude face à ces rituels, proposant des alternatives plus sûres pour la repentance et la purification de l'âme, tels que le jeûne modéré, la prière fervente ou encore des actes de charité sincères. Pourtant, pour une grande majorité de Philippins, ces cérémonies ne se résument pas à de simples traditions ancestrales ou à des pratiques folkloriques. Elles constituent un véritable parcours spirituel, un voyage intérieur où la douleur corporelle se mue en gratitude profonde, une forme de sacrifice volontaire qui confère un sens particulier à leur foi. Le sang, dans ces rituels, n'est pas seulement une manifestation de souffrance physique, mais aussi un cri désespéré vers le divin, un pacte silencieux entre l'âme et le sacré. À chaque coup, à chaque blessure, ils voient au-delà de la douleur immédiate, ils perçoivent la présence de croyances sacrées, un acte de sacrifice de leur propre corps pour une cause divine, une manière de se rapprocher de leur Dieu dans une démarche de foi extrême. Oserais-tu t'engager dans un tel rituel, témoin de l'un des actes les plus controversés qui puissent exister dans la religion aux Philippines? Peut-être te surprendras-tu à vouloir observer ces pratiques de près, ou même à y participer, tout en étant conscient des enjeux spirituels et culturels qui les entourent. Partage alors tes premières impressions, tes questions ou ton étonnement dans les commentaires, car c'est un voyage au cœur d'une foi intense, ancrée dans une société où la religion occupe une place centrale. Les Philippines, en tant que seul pays asiatique où la majorité de la population se réclame du christianisme, occupent une position singulière sur la vaste carte religieuse du continent. Sur ce territoire, dominé par le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme, la foi chrétienne occupe une place unique, façonnant la vie quotidienne autant que la culture nationale. Selon le Bureau national de la statistique, en 1929, plus de 92% des résidents se déclaraient chrétiens. Parmi eux, environ 81% étaient catholiques, tandis que le reste appartenait à des églises protestantes, évangéliques ou à des confessions indépendantes. La foi catholique, au-delà d'un héritage étranger venu d'Europe, s'est profondément enracinée dans l'âme de cette nation insulaire. Elle constitue une composante essentielle de leur identité, influençant la politique, la culture et la vie quotidienne. Cette religion trouve ses origines dans la longue période de domination espagnole, qui s'étend de 1565 à 1898. Lorsqu'en 1521, l'explorateur Ferdinand Magellan arriva sur ces îles, il apporta avec lui non seulement la boussole et la bannière, mais aussi la croix, la Bible et une nouvelle foi. Dès cet instant, le catholicisme commença à se répandre à travers les archipels, étroitement liés à la processus d'hispanisation de la population indigène. Des dizaines de milliers d'églises, de monastères et de statues de saints furent érigées, témoignant de la puissance de cette religion nouvelle. Au fil du temps, les rites catholiques traditionnels, baptême, mariage, procession, furent progressivement adaptés aux pratiques locales, créant une fusion entre la foi importée et la culture indigène. Parmi ces manifestations religieuses, certains festivals emblématiques illustrent cette alliance entre sacré et tradition populaire. À Manille, par exemple, la fête de Chiapa rassemble chaque année des millions de pèlerins qui touchent la statue du Noir Nazaréen, croyant en ses pouvoirs de la jeunesse contemporaine se distingue par son ouverture d'esprit, sa tendance à embrasser des idées libérales, et son immersion dans un univers numérique où médias et mouvements en faveur de l'égalité occupent une place centrale. Ces jeunes générations s'efforcent activement de faire avancer des réformes sociales et culturelles, tout en conservant une foi sincère en l'avenir. Cependant, leur vision dépasse souvent ce que proposent les institutions traditionnelles. Ils rêvent d'un monde où l'accès à des outils gratuits, ouverts et modulables, tels que les logiciels libres, serait la norme. Leur ambition consiste à obtenir des droits fondamentaux,
notamment celui de choisir librement son genre et son orientation sexuelle, ainsi que d'accéder plus facilement à la contraception, ce qui leur apparaît comme une étape essentielle vers une société plus juste et égalitaire. Ils aspirent également à une participation accrue des femmes dans la vie de l'Église, à une ouverture plus large envers le mariage civil, le divorce et le remariage, autant de changements qu'ils considèrent comme nécessaires pour faire évoluer une société souvent perçue comme conservatrice. Face à ces revendications, une question cruciale se pose. Comment la religion devrait-elle s'adapter à ces nouvelles aspirations? Doit-elle être plus ouverte, plus tolérante, pour accompagner ces transformations? Chacun est invité à réfléchir à cette problématique, à exprimer ses opinions dans les commentaires, tout en restant attentif à ce qui va suivre. Car après cette réflexion, nous aborderons un phénomène singulier qui marque la société philippine, celui des mariages de masse. Lorsqu'on évoque la Saint-Valentin, l'image qui vient généralement à l'esprit évoque des roses, des chocolats et des déclarations d'amour en tête-à-tête, sous la lumière tamisée de bougies. Mais, dans l'archipel des Philippines, cette journée revêt une signification bien plus profonde et collective, puisqu'elle est devenue le jour de cérémonie de mariage en masse. Ces événements ne se limitent pas à de simples gestes romantiques. Ils prennent une dimension religieuse, culturelle et humanitaire, symbolisant l'union de milliers de couples à travers tout le pays. Chaque année, dans des villes comme dans des zones rurales, des couples convergent vers des lieux variés tels que les églises, les salles communautaires ou encore les mairies, pour échanger leurs vœux devant un prêtre, un maire ou un officiel local. Ces cérémonies sont devenues une tradition profondément ancrée dans la vie quotidienne des Philippins. Selon des sources telles que le Philippine Daily Inquirer ou CNN Philippines, il n'est pas rare que plus d'un millier de couples soient célébrés simultanément lors de ces événements, rassemblant des dizaines de milliers de personnes dans un esprit collectif d'amour et de communauté. Les mariés, vêtus de costumes traditionnels, portant souvent des fleurs, échangent leurs vœux puis scellent leur union par un baiser officiel, accompagné de musique, de prières, de rituels et d'applaudissements chaleureux. Ces moments, empreints de romantisme, sont aussi empreints d'une réalité plus dure, celle de nombreux couples qui vivent ensemble sans pouvoir ou sans vouloir se marier officiellement. Pour eux, la cérémonie du jour de la Saint-Valentin constitue une occasion de transformer leur cohabitation en une union reconnue par la loi et par l'Église, leur permettant de garantir à leurs enfants des droits en matière de propriété et d'héritage. Souvent, tous les frais liés à l'enregistrement du mariage, aux vêtements, aux photographies ou même à une modeste friandise offerte par les collectivités locales sont couverts par l'État ou par des associations. Ces cérémonies, au-delà de leur aspect romantique, incarnent un esprit communautaire profond et une volonté de préserver et de transmettre les traditions. Dans une société où la religion joue un rôle déterminant dans la vie quotidienne, la légitimation du mariage, qu'il soit religieux ou civil, contribue à dissiper le sentiment de péché associé à la cohabitation hors mariage selon la doctrine catholique. Les couples, en choisissant de se marier à cette occasion, perçoivent leur union comme un acte sacré, bien plus qu'une simple célébration festive. Pour les communautés locales, ces mariages massifs sont aussi une démonstration tangible d'un engagement social et solidaire, un signe de soin et de solidarité envers leurs membres. À Manille, à Davao, à Cebu ou dans d'autres régions, ces cérémonies prennent une ampleur considérable, souvent soutenues par des ONG, des sponsors privés ou même par des artistes, illustrant ainsi l'importance culturelle et sociale que revêt cette tradition dans la société philippine. Lors des diverses cérémonies et événements publics, il n'est pas rare que des concours soient organisés, rassemblant un large public dans une atmosphère de convivialité et de solidarité. Ces compétitions, souvent destinées à renforcer la cohésion sociale, prennent parfois la forme de loteries ou de dons généreux, visant à apporter du soutien aux familles les plus modestes. À cette occasion, des cadeaux tels que du riz, des articles ménagers ou d'autres biens essentiels sont distribués afin d'alléger le quotidien des personnes en situation de précarité. Ces initiatives altruistes ne se limitent pas à de simples gestes ponctuels. De nombreux maires, soucieux de renforcer leurs liens avec la population locale, n'hésitent pas à organiser eux-mêmes des cérémonies de mariage de masse, rassemblant ainsi plusieurs couples dans une même célébration. Par cette démarche, ils cherchent à insuffler un sentiment d'unité et de confiance, tout en affirmant leur engagement envers les valeurs familiales et la solidarité communautaire. Lorsqu'on évoque le mariage collectif aux Philippines, notamment à l'occasion de la Saint-Valentin, on ne peut s'empêcher de souligner que cet acte dépasse la simple célébration amoureuse. Il devient une déclaration publique de loyauté, de respect des traditions et de force collective.
La fête de l'amour ici se mue en un véritable symbole de la cohésion sociale, où chaque union scelle aussi l'unité d'une communauté soudée par ses valeurs ancestrales. Cependant, ces traditions chaleureuses contrastent fortement avec la réputation que le pays a longtemps portée à l'échelle mondiale. Les Philippines sont souvent considérées comme l'un des États les plus corrompus au monde, une réalité attestée par leur score de seulement 33 points sur 100 à l'indice de perception de la corruption élaboré par l'organisation Transparency International. Au fil du temps, cette situation a placé le pays dans le tiers inférieur du classement mondial, révélant l'étendue profonde de ce fléau. La corruption ne se limite pas à quelques individus ou à des niveaux inférieurs de l'administration. Elle s'enracine dans les structures mêmes de l'État, infiltrant chaque niveau de gouvernance. L'ancien président Rodrigo Duterte lui-même a reconnu que la corruption était si profondément implantée que la seule solution durable résidait dans une refonte complète du système. Parmi les scandales ayant éclaté, celui du scandale Pastilla, qui a défrayé la chronique, est emblématique. Il s'agissait d'une affaire impliquant le Bureau de l'immigration, où des fonctionnaires auraient perçu des dizaines de milliers de pesos en pots de vin pour permettre l'entrée incontrôlée d'étrangers visiteurs. Les rapports indiquaient que jusqu'à 90% des employés de cette institution étaient concernés par ces pratiques illicites. La crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 a également mis en lumière l'étendue de la corruption dans le pays. Des anciens dirigeants de sociétés d'État, notamment dans le secteur de l'assurance maladie, ont été accusés d'avoir détourné des milliards de pesos à travers des transactions fictives d'approvisionnement, ce qui n'a fait qu'aggraver la crise sanitaire et alimenter la méfiance de la population envers ces institutions. Les conséquences de cette corruption systémique sont désastreuses, elles épuisent le budget national, freinent les investissements dans le capital humain, poussent davantage de ménages dans la pauvreté et entravent la réalisation d'un développement durable. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est impératif que la transparence et la discipline dans le secteur public soient renforcées. Ce n'est qu'en adoptant une gestion plus rigoureuse et en assurant une reddition de comptes sincère que les Philippines pourront consacrer davantage de ressources à l'éducation, aux soins de santé ou encore aux infrastructures vitales, améliorant ainsi considérablement la vie de millions de ses citoyens. Au-delà des enjeux politiques, une symbolique profonde se cache dans le drapeau national. En effet, ce pavillon, simple en apparence, recèle un message discret mais puissant, souvent méconnu du grand public. Lorsqu'on retourne ce drapeau, il devient le symbole silencieux d'un pays en état de guerre, une déclaration implicite que la nation se trouve en période de conflit ou de crise. À première vue, le drapeau se compose de deux bandes horizontales, l'une bleue en haut et l'autre rouge en bas, accompagnées d'un soleil doré au centre, entouré de 3 étoiles. Pourtant, derrière cette conception épurée se cache une signification bien plus profonde. La couleur bleue, associée à la paix et à la justice, évoque la période où le pays aspire à la stabilité et à l'harmonie. La bande rouge, quant à elle, symbolise le patriotisme ardent, la détermination. Un drapeau dépasse de loin la simple fonction d'un morceau de tissu destiné à orner un mât ou un mur. Il incarne, en réalité, la mémoire collective d'une nation, la voix silencieuse de son histoire, et le reflet de ses valeurs profondes. Chaque élément, chaque couleur, chaque symbole qui le compose porte une signification précise, inscrite dans le temps et dans la conscience d'un peuple. Les 8 rayons de soleil qui ornent ce drapeau symbolisent l'éveil de ces premières provinces insurgées contre l'oppression, unissant en un seul motif la lutte de ces territoires pour leur liberté. Les 3 étoiles brillantes, quant à elles, représentent Luzon, Visayas et Mindanao, les 3 grandes régions qui, malgré leurs différences, se sont rassemblées sous cette bannière commune, unies par une idée forte, celle de l'indépendance et de l'unité nationale. Même dans les moments où l'ombre d'un conflit menaçant plane sur la nation, l'on voit les citoyens lever les yeux vers ce symbole. Si, d'en haut, la traînée rouge d'un drapeau qui se déploie s'étend dans le ciel, cela rappelle à tous que le courage demeure nécessaire face à l'adversité. Ce drapeau, l'un des plus impressionnants au monde, ne se distingue pas uniquement par sa conception élaborée, mais aussi par sa capacité à parler sans mots, à exprimer une fierté et une identité profondément ancrées dans le cœur de chaque citoyen. Dans un monde envahi par la culture du hamburger et des frites, une marque asiatique s'est imposée, défiant la domination de géants comme McDonald's. Au fil des années, cette enseigne a su garder une oreille attentive aux évolutions du marché tout en conservant son essence. L'histoire de Jollibee commence en 1975,
lorsque Tony Tan Kak-Aksenge, un jeune entrepreneur philippin d'origine chinoise, décide avec sa famille d'ouvrir une petite glacière appelée Magnolia dans le quartier de Cubao, à Quezon City. Ce modeste début marque le point de départ d'un formidable voyage. De ce humble café, une chaîne appelée Jollibee a émergé pour devenir, au fil du temps, la plus grande enseigne de restauration rapide aux Philippines. Aujourd'hui, elle possède plus de 1000 établissements dispersés à travers tout le pays, avec des centaines d'autres à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe. En 1978, le nom officiel de l'enseigne apparaît, remplaçant l'appellation initiale JB, et arborant une petite abeille joyeuse vêtue d'un smoking rouge, symbole de convivialité et de dynamisme. Pour de nombreuses familles philippines, posséder ce logo est devenu bien plus qu'un simple signe commercial. C'est un talisman, un symbole d'événements heureux, de fêtes d'anniversaire, de vacances en famille, ou encore de la première bouchée d'un hamburger. La particularité de Jollibee réside dans sa capacité à fusionner deux mondes, celui des classiques américains de la restauration rapide et celui de la culture philippine. La carte propose ainsi des plats qui mêlent habilement ces deux univers. On y trouve des spaghettis aux saveurs sucrées, agrémentés de saucisses rouges, des frites croustillantes, du poulet chick joy nappé d'une sauce épaisse et savoureuse, ainsi que des burgers garnis d'ananas. Cette combinaison familière et profondément locale crée instantanément chez les Philippins un sentiment d'appartenance, rendant chaque visite chez Jollibee comme un retour chez soi, peu importe où l'on se trouve dans le monde. L'expansion de Jollibee a surpris bien des observateurs, notamment parce qu'elle a dépassé les résultats de McDonald's aux Philippines. La chaîne a conquis une part de marché considérable, devenant l'une des marques les plus appréciées en Asie. À New York ou à Los Angeles, il n'est pas rare de voir de longues files d'attente devant une nouvelle ouverture, preuve de son rayonnement international. Cependant, l'histoire de Jollibee ne se limite pas uniquement à la restauration rapide. Elle raconte aussi celle d'une réussite locale qui a su gagner le cœur d'un peuple, incarner son identité nationale et diffuser la culture philippine bien au-delà de ses frontières. Dans le monde actuel, il semble presque impensable que certains pays maintiennent encore l'interdiction du divorce, pourtant, aux Philippines, cette pratique demeure totalement prohibée. Ici, aucune loi ne permet aux époux de se séparer officiellement par un divorce. Ceux qui choisissent de mettre fin à leur mariage ne peuvent tout simplement passer. Les options qui s'offrent aux couples en difficulté sont étonnamment limitées, et leur choix se réduit généralement à deux possibilités. D'un côté, la séparation légale, qui, malgré la rupture annoncée, maintient leur statut de mariés sur le papier, et de l'autre, l'annulation du mariage, un processus bien plus complexe, coûteux, long et souvent difficile à obtenir, bien que considéré comme une solution plus définitive. La loi en la matière, en vigueur depuis plus de 70 ans, a été profondément influencée par le catholicisme, dont l'impact a façonné un système juridique hérité de l'Espagne coloniale, un héritage qui continue de peser sur la législation contemporaine. Aujourd'hui, la majorité des États membres de l'Organisation des Nations Unies, notamment, refusent de reconnaître le divorce comme une option légale, à l'exception d'une petite minorité de musulmans philippins, qui peuvent, selon la loi islamique, divorcer. Quant aux 45% restants, pour qui le mariage reste souvent une source de malheur, la loi prévoit, dans certains cas, une peine d'emprisonnement à perpétuité pour ceux qui tenteraient de mettre fin à leur union par des moyens légaux. Cette réalité juridique, profondément ancrée, maintient des millions de personnes dans des relations sans amour, alimentant ainsi un conflit social et moral sur la nécessité ou non de légaliser enfin le divorce. En mai 2024, la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi autorisant le divorce dans des circonstances graves, telles que la violence domestique ou l'infidélité, mais l'incertitude demeure quant à son adoption par le Sénat. La question cruciale reste donc en suspens. Peut-on vraiment envisager de dire adieu aux Philippines, et le divorce y sera-t-il un jour légalisé? La réponse à cette interrogation demeure incertaine, tandis que des millions de citoyens attendent, dans l'attente d'une décision qui pourrait changer leur vie à jamais. Par ailleurs, la capitale des Philippines est mondialement connue pour une autre passion nationale, le karaoké. Beaucoup croient à tort que cette pratique est née du Japon, mais la vérité est que le premier appareil à karaoké a été inventé par un homme originaire des Philippines, le talentueux Roberto Del Rosario. Ce n'était pas simplement une création d'un dispositif permettant de partager la musique et de chanter en groupe, mais aussi un acte ayant donné son nom à cette activité universelle. Le mot « karaoké »
lui-même, qui désigne cette forme de divertissement musical, provient de cette invention philippine. Sur tout le territoire, le karaoké ne se limite pas à une simple invention technique. Il constitue une véritable manière de vivre. Dans chaque rue, dans chaque restaurant de rue, au détour d'un tricycle qui serpente à travers les embouteillages ou encore dans la cour d'une maison modeste, on entend résonner des chansons. Ici, nul besoin d'un prétexte particulier pour chanter, on le fait par joie, pour exprimer une tristesse profonde, ou simplement pour soulager la fatigue d'une longue journée. Il est estimé que 9 ménages sur 10 possèdent au moins une machine à karaoké, ce qui témoigne de l'omniprésence de cette pratique dans la vie quotidienne. Dès lors, il ne faut pas longtemps pour que, dès la tombée de la nuit, venues de chaque quartier, des soirées improvisées prennent vie, où l'on peut entendre des mélodies d'amour familières, que ce soit dans de petits bars, de bons restaurants ou même depuis le balcon d'un étage supérieur. Le karaoké aux Philippines dépasse largement le simple divertissement. Il est une expression de communauté, une source de joie collective, un vecteur de souvenirs précieux qui se transforme en chanson. Dans cet univers où la scène n'est pas une nécessité pour chanter et où la voix n'a pas besoin d'être parfaite pour être appréciée, cette pratique a évolué vers quelque chose de plus qu'un simple loisir. Elle incarne une véritable respiration communautaire, un lien social renforcé par la musique, un mode d'expression collectif qui unit les individus dans la célébration de la vie, des émotions et des souvenirs partagés. Les Philippines sont mondialement reconnues comme le royaume du karaoké, un véritable sanctuaire où la musique devient une seconde langue, une passion partagée par tous, des plus jeunes aux plus anciens. Dans ce pays, chanter en public n'est pas seulement un loisir, mais une véritable célébration de la vie, une communion collective qui unit les âmes dans un élan de joie et d'émotion. La culture du karaoké y a atteint un tel degré d'intensité qu'il n'est pas rare de voir des groupes d'amis, des familles ou même des inconnus se rassembler dans les rues ou dans des petites salles éclairées de néons colorés, tous armés d'un micro, prêts à laisser exploser leur voix dans un élan de spontanéité. La nuit tombée, certains quartiers se transforment en véritables scènes musicales où l'on peut entendre résonner des chansons populaires jusque dans les ruelles, transformant chaque soir en un festival improvisé de talent et de rire. Cette passion pour le chant collectif a forgé une identité culturelle vibrante, si bien que le pays a été surnommé la capitale mondiale du karaoké, un titre qui reflète à la fois l'enthousiasme débordant de ses habitants et leur amour indéfectible pour la musique. Par ailleurs, au cœur des traditions culinaires philippines, le balut occupe une place tout particulière, mêlant fascination et curiosité. Ce mets singulier consiste en un œuf de canard fécondé, soigneusement incubé durant une période de 17 à 18 jours. Pendant cette incubation, un embryon de canard se développe à l'intérieur de la coquille, laquelle reste fine et blanche, enveloppant ce petit être en devenir. C'est ce processus de maturation qui donne à ce plat son nom, balut saputi, littéralement traduit par « enveloppé de blanc », en référence à la coquille qui enferme cette vie naissante. La préparation consiste à faire bouillir ou à cuire à la vapeur l'œuf encore dans sa coquille, permettant ainsi au liquide riche et parfumé contenu à l'intérieur de se concentrer. Ce bouillon, puissant et goûteux, se forme dans la cavité jaune et les protéines, qui peuvent être aspirées à travers un petit trou percé dans la coquille, offrant une expérience gustative à la fois étrange et captivante. Avant de le consommer, les locaux aiment l'assaisonner avec du sel ou un mélange piquant composé de piment, d'ail, de vinaigre et de colomansi, un agrume local qui rehausse les saveurs. La dégustation commence souvent par un léger secouement de l'œuf pour répartir le goût, suivi de l'inhalation du bouillon chaud, avant d'éplucher délicatement la coquille pour accéder à la chair de canard tendre, à la texture crémeuse, et au jaune d'un jaune doré. La saveur qui en émane est une union singulière entre la richesse de l'œuf et une note charnue subtile, tandis que la coque molle offre une texture inattendue, presque caoutchouteuse, qui ajoute une dimension supplémentaire à la dégustation. Sur le territoire philippin, il est courant de vendre le balut dès la fin d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, souvent accompagné d'une bière glacée, pour accompagner cette expérience culinaire si particulière. Les habitants y ont une familiarité telle qu'ils en consomment dès leur jeunesse, en faisant une habitude réconfortante et une tradition transmise de génération en génération. Si la plupart des étrangers ressentent d'abord une hésitation ou une certaine répulsion face à l'aspect visuel et au goût inhabituel de ce mets, nombreux sont ceux qui, une fois la première bouchée tentée, deviennent de fervents amateurs. Et vous, seriez-vous capable d'oser goûter cette délicatesse unique, véritable symbole de la culture philippine ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires,
en écrivant un si oui, ou un 0 sinon. Imaginez maintenant un paysage grandiose, s'étendant à perte de vue, où d'innombrables collines coniques, presque parfaites dans leur forme, s'éloignent dans l'horizon infini. Lors de la saison des pluies, ces reliefs sont recouverts d'un tapis de verdure luxuriante, leur donnant un aspect frais et vibramment vert, comme si la nature avait décidé de revêtir un manteau de velours épais. En revanche, durant la saison sèche, cette même scène se pare de teintes brunes profondes, comme si tout le paysage avait été figé dans un rêve de chocolat fondu. Et ce n'est pas une illusion. Devant vous s'étend conçue en l'année 1816, cette œuvre remarquable porte la signature du prêtre espagnol Diego Sera, un homme dont le rôle dépassait celui de simple guide spirituel. Non seulement il œuvrait comme pasteur, mais il se révélait également un maître doté d'un talent exceptionnel, un inventeur ingénieux dont la créativité ne connaissait pas de limite. Son chef-d'œuvre, un orgue d'une beauté singulière, se compose de plus de 1031 tuyaux, dont une majorité impressionnante, à savoir 292, ont été entièrement fabriqués à partir de bambou. La fabrication de ces tuyaux témoigne d'une maîtrise technique hors pair, une prouesse artisanale qui inspire l'admiration. La confection de cet instrument d'exception impliquait un processus minutieux. Les habitants du village, armés de patience et de savoir-faire, récoltaient le bambou, qu'ils faisaient d'abord sécher longuement au soleil brûlant, puis le trempaient dans le sable marin afin de le protéger contre les parasites. Chaque tuyau était ensuite soigneusement retourné dans une partie d'un mécanisme complexe, assemblé avec précision pour donner naissance à un orgue unique en son genre. Lorsqu'il se met à jouer, ses tonalités évoquent une chaleur rustique, une vibration authentique qui semble faire respirer la nature elle-même, comme si la forêt et la mer s'unissaient à travers la voix de cet instrument. Au fil des décennies, cet orgue a résisté vaillamment, défiant la destruction provoquée par diverses catastrophes et conflits armés, conservant ainsi son intégrité et sa magie intactes. Dans les années 70, il fut envoyé en Allemagne pour une restauration minutieuse, une opération qui lui permit de renaître de ses cendres. En 1975, l'orgue fit son retour triomphal dans son lieu d'origine, accueilli par des cris de joie, des applaudissements et des larmes de fierté qui coulaient chez tous ceux qui avaient contribué à sa sauvegarde. Depuis cette époque, chaque année voit la célébration du Festival international du bambou orgue, un rassemblement vibrant d'artistes et de touristes, tous désireux d'entendre de leurs propres oreilles la voix inimitable de cet instrument exceptionnel. En 2003, l'orgue a été officiellement reconnu comme un patrimoine culturel national, un trésor précieux des Philippines, attestant de son importance historique, artistique et symbolique. Aujourd'hui encore, ses sons puissants résonnent lors de concerts et de sermons dans la paroisse de l'église Saint-Joseph, où il demeure une œuvre d'art ancienne, soigneusement conservée avec amour et dévotion depuis 200 années. Par ailleurs, comparé à de nombreux pays voisins, la vie aux Philippines reste étonnamment abordable, notamment pour les étrangers et les résidents à long terme. Dans les grandes métropoles telles que Manille ou Cebu, un budget mensuel compris entre 500 et 700 $ suffit pour couvrir les dépenses essentielles d'une personne, hors loyer. Un appartement d'une pièce en centre-ville coûte généralement entre 400 et 700 $, tandis que dans les quartiers périphériques, il est possible de trouver des logements beaucoup moins chers, aux alentours de 200 à 350 $. La nourriture, quant à elle, demeure accessible. Une simple assiette dans un restaurant local se négocie à 2 ou 3 $, tandis que dans un établissement de niveau moyen, un repas coûte entre 10 et 15 $. Le réseau de transport en commun, constitué de jeepneys, de bus et de métros légers, est à la fois bien développé et peu coûteux, facilitant la mobilité quotidienne. Les coûts pour l'électricité, pour de petits appartements, oscillent généralement entre 40 et 60 $ par mois, tandis qu'un accès à l'Internet haut débit ne dépasse guère 25 à 35 $. Pour une famille composée de 4 membres, le budget mensuel nécessaire se situe entre 1 700 et 3 000 $, selon le mode de vie et le lieu d'habitation. Ce qui rend cette économie encore plus remarquable, c'est la stabilité de ses prix. En 2025, l'inflation demeure contenue à environ 2%, ce qui est parmi les plus faibles de la région. Cette stabilité économique contribue à maintenir un niveau de vie élevé, accessible aussi bien aux locaux qu'aux étrangers. Grâce à des dépenses raisonnables, à un climat tropical chaud et à la convivialité légendaire de ses habitants, les Philippines apparaissent aujourd'hui comme une destination idéale pour voyager, mais aussi pour s'y établir durablement, travailler ou fonder une nouvelle vie. Quelles particularités vous ont le plus surpris dans cette description ?
Peut-être en connaissez, nous vous invitons chaleureusement à partager vos histoires dans la section des commentaires, car votre vécu et vos expériences suscitent un vif intérêt de notre part. Nous espérons sincèrement que la vidéo que vous venez de découvrir vous a plu et captivé votre attention. Si tel est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour manifester votre appréciation, et pensez également à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos futures publications pleines de nouveautés et de contenus passionnants. Votre soutien précieux nous encourage à poursuivre notre effort de création, en élaborant des vidéos toujours plus enrichissantes et captivantes pour vous. Assurez-vous de rester à l'écoute en regardant la vidéo suivante, qui apparaîtra automatiquement à l'écran, car nous sommes convaincus qu'elle vous plaira tout autant. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire pour nous indiquer le pays que vous aimeriez que nous explorions lors de nos prochaines aventures, ce qui nous permettra de mieux orienter nos contenus et de répondre à vos envies. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de regarder, et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo, pour continuer cette aventure ensemble.